Dernier point du monde où des agriculteurs fabriquent et utilisent des haches de pierre polies, la grande île de Nouvelle-Guinée s'étire au sud de l'équateur, entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Les sommets de l'Irian Jaya, la partie indonésienne de l'île, culminent à 5000 mètres d'altitude. Au sud de cette cordillère centrale, la vallée de Langda, masquée par les nuages, est restée très longtemps à l'écart de la pénétration occidentale, jusque dans les années 60. Dans cette région des villages de Langda et de Larié, vers 1900 mètres d'altitude, des groupes d'agriculteurs sont spécialisés dans la production d'herminettes en basalte. Ces images, filmées au début 1990, sont certainement parmi les très rares documents sur une des techniques majeures de l'histoire de l'homme, le défrichement de la forêt par les agriculteurs. Ce film sur les derniers tailleurs de pierre témoigne d'un passé exceptionnel encore tout frais, alors qu'outils, idées et vêtements occidentaux commencent à s'imposer. Ici, comme ailleurs en Nouvelle-Guinée, la fabrication des outils de pierre est l'exclusivité des hommes. Dans la douzaine de villages que comptent les vallées de la Heimé et de la Moumiémé, bon nombre des hommes, mais pas tous, passé l'âge de 25 ans, participent épisodiquement à l'exploitation des blocs de basalte et au préformage des ébauches d'herminettes. La matière première, des gros galets et des blocs roulés, est abondante dans les premiers kilomètres du cours de la rivière. Mais on n'utilise jamais directement les galets par polissage. Fabriquer ainsi une lame de pierre serait très long, probablement plusieurs dizaines d'heures, pour un produit approximatif et fragile. On privilégie, au contraire, une méthode de taille complexe pour obtenir rapidement des ébauches très régulières qui ne demanderont plus qu'un polissage rapide pour une résistance maximale. Avec des perches et des leviers épointés sur place, les gros blocs de roches volcaniques sont dégagés de leur gangue d'alluvions grossières. Dès que le soleil atteint le fond de la vallée, on réunit du bois de flottage pour alimenter de petits foyers installés sur le côté des blocs de basalte gris. Il s'agit d'utiliser le choc thermique pour faire éclater la roche. Cet épisode de chauffe ne demande qu'une surveillance réduite, dès que le feu a gagné l'ensemble du combustible. Il faut maintenant attendre la montée en température et les premiers signes d'éclatement du bloc, attaquer ensuite avec un percuteur de quartzite de 15 à 30 kg. Pour meubler cette attente, les hommes s'essaient à l'exploitation directe de petits blocs, les plus jeunes, disent-ils, et donc les moins résistants. Dégrossis avec un gros percuteur de quartzite tenace, de 1 à 2 kg, la préforme de la lame est ensuite affinée au percuteur léger, en roche tendre, qui vient alterner avec une petite boucharde de basalte. Mais la rentabilité de cette technique est faible, parce que les matériaux de départ sont de petite taille. On compte en général une préforme par personne et par heure, excédant rarement 15 cm de longueur. La matinée s'écoule. On continue l'exploitation des vieux rochers, croit-on, maintenant chauffés depuis 1 à 2 heures. Les tailleurs se relaient, alternent maintenant le travail au gros percuteur lourd et l'intensification de la flamme sur les points de faiblesse. Le son mat du percuteur annonce les premières fissures et le clivage de la roche. On trie les éclats et on rejette ceux qui sont trop fragiles, fissurés, irréguliers ou trop minces pour être taillés sans risque de bris. Le déchet est énorme, soit près des 9/10 du bloc d'origine.
De ce bloc ne seront obtenus que 9 gros éclats utilisables pour des grandes lames de pierre, ce qui représente une rentabilité moyenne pour un groupe de travail de 5 personnes pendant toute une matinée. Les éclats débités au percuteur lourd sont caractérisés par un talon plan, un point d'impact bien marqué et une légère corniche surplombante. Le premier décroissage se fait à même le sol, sur les galets d'une plage asséchée. La préforme est placée en dévers sur une courte barre de bois flotté, qui permet de régler l'angle de chasse au gros percuteur. Des enlèvements marginaux périphériques, on obtient une pièce plus allongée, encore large et très épaisse. La préforme grossière est ensuite reprise en main pour être amincie par percussion. Le coup de percuteur est donné, alors qu'un doigt guide l'enlèvement et que le poignet du tailleur oscille pour amortir l'onde de choc, afin d'éviter que la lame de pierre ne se brise transversalement. Une petite boucharde de basalte, de 200 grammes environ, permet de réduire la corniche du plan de frappe. On racle le percuteur doux en lutite, une roche sédimentaire siliceuse à grains fins de 300 à 600 grammes. C'est la condition essentielle pour qu'à la frappe, les éclats gagnent le centre de la préforme. En 10 à 20 minutes, la préforme est affinée. Elle sera mise en réserve si elle ne présente pas de point de faiblesse. Au début de l'après-midi, chacun des tailleurs possède 1 à 5 lames de pierre préformées. Une cuisson collective de fruits de pandanus rouge, de quelques tarots et de patates douces marquera la fin du travail. Vers 15 h, le groupe remonte au village, 600 mètres plus haut, avant que ne se déclenchent les pluies quotidiennes, très abondantes à cette altitude. Les préformes remontées du ruisseau la veille ont maintenant une grande valeur. Pour ne pas prendre de risques, bien des hommes préfèrent confier le travail à l'un des meilleurs tailleurs, en général les plus âgés, et souvent les chefs de lignage. Pour façonner les bauges définitives, il s'agit maintenant d'amincir la préforme, successivement sur chacune des faces, en vue d'obtenir une lame longue, régulière, à section subtriangulaire. Le premier souci du tailleur est de jauger la qualité de la préforme. Si elle ne sonne pas claire sous le percuteur, elle sera immédiatement abandonnée. L'artisan cherche toujours à privilégier la même chaîne opératoire. On commence par réduire la corniche à la boucharde de basalte pour éviter les éclats réfléchis. Cette boucharde, en général une ébauche brisée, peut aisément être identifiée par de multiples petits points d'impact latéraux. On racle ensuite le percuteur de lutite pour obtenir un très large point d'impact et éviter les cassures transversales. La surface de ce percuteur doux présente toujours de profonds stigmates de raclage.
Les éclats obtenus sont très caractéristiques, avec un talon plan et large, parfois à lèvres légères et bulbe large ou diffus. Lors de la percussion, le doigt guide l'enlèvement et atténue les vibrations. L'ébauche s'amincit rapidement par des passages successifs d'une extrémité à l'autre. Avec une bonne connaissance de la diffusion des ondes de choc dans le basalte, un tailleur expérimenté s'en tiendra toujours à cette succession technique, cherchant à comprendre pourquoi et comment un éclat est bien ou mal parti. Le débitage est ponctué d'exclamations et l'on mire la lame pour en contrôler la régularité. Il y a bien parfois des accidents de taille, comme une nodosité qu'il faut à nouveau réduire au percuteur lourd et à la barre de bois, mais le nombre des pièces brisées n'excède pas 1 sur 15 en moyenne. L'ébauchage se termine, on doit encore rectifier la crête centrale, qui sera l'axe de résistance de la future lame polie. Il faut enfin dégager le tranchant par des enlèvements partiels sur la crête centrale et des retouches rasantes sur la face d'éclatement. En 20 minutes pour une lame taillée de 15 cm, en 45 minutes pour une lame de 25 cm ou plus, l'ébauche est achevée. Comparons une lame irrégulière préparée par un apprenti et une lame à crête centrale subrectiligne, taillée par un spécialiste. Il faudra des heures de polissage pour compenser les irrégularités de la première, mais entre ces deux techniques, l'apprentissage demande des années d'expérience. Aussi régulière soit-elle, l'ébauche n'est pas encore utilisable. On doit maintenant la polir. Le basalte est une roche assez tendre et se polit rapidement sur un bloc à grains siliceux. Mais les gens de Languedoc doivent importer ces polissoirs spécifiques de 5 à 25 kg, depuis Bomella à une journée de marche vers l'ouest. Le polissage se fait au grès et à l'eau, jusqu'à former une boue abrasive blanchâtre. Tous les hommes savent polir une petite lame en 1 heure, une grande lame en 2 à 3 heures. En choisissant une roche qui se taille bien, et en préparant des ébauches très proches de la forme définitive, on a économisé des dizaines d'heures de polissage. Ce polissage fastidieux est pourtant le lot commun des groupes qui ont à leur disposition des roches très tenaces, mais qui se débitent mal. Mais le polissage est aussi une activité épuisante et sans prestige, où le souffle doit s'accorder à la pression et au rythme du corps. On dispose maintenant d'une magnifique lame à section demi-circulaire, ce qui augmente la résistance à la flexion et aux chocs transversaux. Le talon, lui, est laissé brut pour une meilleure fixation dans le manche. Le tranchant est courbe pour l'utilisation en herminette. Avant d'emmancher la lame polie, on lui donne vie en passant de l'ocre rouge, qui évoque le sang, dans les blessures de la roche. Sous cette forme, la lame d'herminette peut être stockée ou échangée. Plus tard, le futur utilisateur ira chercher dans la forêt de brouillard à plus de 2000 mètres d'altitude le manche coudé pour fixer sa lame. Le manche est façonné à partir d'une fourche naturelle, un embranchement.
La branche latérale donnera la poignée et le segment de tronc deviendra tenon de fixation de la lame de pierre. Sélectionner une telle branche, qui forme un angle précis avec le tronc, se fait sans abattre l'arbre. On commence ici à mieux juger de l'efficacité de l'herminette légère. À petits coups réguliers et rythmés, le segment de tronc est ensuite taillé, puis aminci et régularisé. D'un coup de poignet, l'herminette passe de la position de repos sur l'épaule à la position de travail. C'est un outil équilibré et adapté à l'anatomie de l'œuvre. Cette herminette permet de libérer rapidement la main droite, indispensable pour arracher les copeaux et les éclisses de bois partiellement coupées. Pour ne pas affaiblir la résistance du bois à l'embranchement, l'écorçage est fait au gourdin. L'ébauche du manche coudé est achevée en 1 heure environ, puis rapportée au village. Sur l'aire au travail devant la maison, on régularise encore le manche. Puis, sur le foyer intérieur, on le chauffe lentement pour sécher et durcir le tenon, cintrer la poignée et régler l'angle d'attaque du futur tranchant. Pendant ce temps, on prépare également les éclisses de bois frais, qui serviront au calage de la lame de pierre. En appui sur une grosse branche, le tenon est ensuite creusé en cuvette pour y sertir la lame de pierre. L'outil est alors miré pour vérifier l'équilibre général et la valeur angulaire entre le tranchant et la poignée. À 5 ou 10 degrés près, ces deux axes ne doivent pas être transversaux, car on utilise l'herminette de manière dissymétrique. Reste à préparer le lien en rotant, refendu avec les dents pour bien suivre les fibres végétales. Après refente, cette liane est amincie et raccotée à l'herminette dans une position de travail très particulière. La fabrication de l'herminette touche à sa fin, après 10 heures d'investissement pour un outil de taille moyenne. La lame de pierre, entourée d'éclisses de bois frais, est fixée au manche par la lanière végétale souple qui va encaisser les chocs à l'utilisation. La longueur du tenon d'emmanchement et les motifs croisés de la vannerie sont autant de choix régionaux qui permettront d'identifier l'appartenance culturelle du propriétaire de l'herminette. L'herminette est maintenant achevée. Elle trouve sa place et un équilibre parfait sur l'épaule. L'herminette fait corps avec l'anatomie du cultivateur en forêt. Elle est le prolongement indispensable de son bras. Abattre un arbre dur de 25 cm de diamètre exige environ 20 minutes pour un adulte jeune. L'encochage demande pourtant un long travail à la main pour dégager les copeaux et éviter le blocage de la lame. Une encoche opposée et placée plus haut permet de contrôler l'axe de chute de la lame.
Le bois de chauffage est exploité directement sur les arbres récemment abattus. L'arrachage à la main est encore un moyen d'économiser un outil efficace, mais qui s'émousse vite. L'herminette permet aussi de lever des planches pour les maisons et les clôtures, et le levier est alors l'instrument complémentaire. Au-delà de l'usure normale du tranchant, il arrive que la lame de pierre se brise net, au bas de la vannerie, lorsque le travail à réaliser est disproportionné par rapport à la dimension de l'outil. Un dicton local dit « à gros arbres, grosse herminette ». Il arrive de même que le manche se brise, ou que la lame de pierre se démanche quand la vannerie est trop vieille ou que la lame se coince dans le bois. Mais dans ce cas, la réparation est rapide et se fait sur place. Les Huna de la Heimé et de la Moumiémé sont spécialisés dans la fabrication des lames de basalte. À l'occasion d'échanges ritualisés, les ébauches et parfois les lames polies sont troquées avec les voisins. De proche en proche, les lames atteignent les Yali jusqu'à 30 km à l'ouest, les gens de l'Aïpomek à 70 km au nord, ceux de la Sibylle à 50 km vers l'est et les gens du Kazoar à 30 km au sud. L'herminette de Langda est le marqueur culturel des groupes linguistiques apparentés au Mek. Mais cet outil à lame de longueur moyenne est aussi équilibré avec le milieu transformé par l'homme pour défricher du perchi et de la forêt secondaire. Cet équilibre entre un outil d'abattage et une fonction spécifique peut expliquer que certaines communautés agricoles refusent l'herminette de Langda, car elles doivent travailler avec des lames plus longues pour faire reculer la forêt primaire. De même, d'autres communautés travaillent avec des lames plus courtes et plus résistantes pour entretenir des paysages de savane et répondre à une forte densité démographique. En dépit de choix culturels évidents, l'outil de pierre polie apparaît ici dans toute sa dimension écologique. Avec l'arrivée des Occidentaux et l'introduction de la hache en acier, cet équilibre est maintenant rompu. L'avenir s'ouvre sur une compétition accrue entre les hommes et sur une exploitation irraisonnée de la forêt. L'herminette de pierre a vécu. Làm